Les amis, bonsoir, on va faire une petite discussion ensemble, conduite commentée de nuit, je vais retourner ensuite la caméra, on va voir ensemble les différentes questions que vous avez pu me laisser, un sujet très intéressant comme quel Youngtimers acheter, que penses-tu de la gamme EQ de chez Mercedes, est-ce qu'il y a encore un intérêt d'acheter des voitures puissantes sur nos routes françaises? Merci les amis d'avoir laissé ces petites questions, puisqu'on va faire un petit débat d'environ 15 minutes ensemble, conduite commentée, à bord de ce nouveau Mercedes GLB. Et promis, il n'y a pas de pub, hein, mais je veux dire ce que je pense aussi des voitures avec tous ces écrans. Voilà tout les amis, allez, on enchaîne tout de suite, je tourne la caméra, regardez. Voilà les amis, bon. On est dans Paris, plus précisément elle est presque à Porte de Clichy. Donc là on va prendre le périph' et on va en profiter pour parler, faire la petite discussion du soir, comme on les aime. Donc, alors, le petit périph' c'est à droite et on va checker tout ça. Alors, bienvenue à bord de ce Mercedes GLB. Bon, je ne vous vends pas du rêve, désolé je suis un petit peu enrhumé. Hop, priorité à droite s'il vous plaît. Je vois pas du rêve, hein. J'ai du diesel hein, sous le capot, 150 chevaux. Mais on va pas parler de lui, sauf si vous le désirez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais il y aura déjà un essai dédié, un essai complet de jour et de nuit, une découverte un petit peu de toute cette lumière, cette ambiance, cette boîte de nuit. Je vous ai demandé quel sujet vous souhaitez aborder dans cette vidéo. Et ben j'ai Sam FM qui me demande si on peut parler de la gamme EQ, EQS, EQC. Continue comme ça, tes vidéos sont très intéressantes et divertissantes. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vais y répondre à la fin, si je peux me permettre, parce qu'on va parler Mercedes et vous allez croire que c'est une vidéo un peu sponsor, alors pas du tout. Donc je vais parler de ce sujet à la fin et j'ai ma petite idée. Quel est l'intérêt d'avoir des véhicules puissants? Est-ce que ça a du sens? On va voir ça tout de suite en vidéo. J'ai ma petite question, j'ai ma petite idée, après on va débattre. Hein. Moi j'expose mon idée, après vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais moi c'est mon idée. Et enfin on a François, alors ça c'était Brahim, et François qui nous pose la question, faut-il acheter, louer sa voiture, et surtout quel Youngtimer encore accessible acheter uniquement pour le plaisir, donc GTI, cabriolet, 4x4. Ok, bon, on va commencer par la question de Brahim qui nous demande s'il y a encore du sens de rouler à bord de véhicules puissants sur les routes françaises. C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'on a le droit de rêver, d'accord? Donc tous ceux qui peuvent se le permettre, qui ont économisé pendant des années pour s'acheter leur voiture de rêve, et ben notamment peut-être, je sais pas moi, une RS3, une Porsche 991, 992, bref, ce que vous voulez, une voiture de rêve. Et ben pourquoi priver ce rêve, sachant que c'est pas interdit de rouler avec des voitures de rêve, c'est juste qu'on vous met plein de bâtons dans les roues, on vous met le malus qui pique, qui fait très mal, on vous met des interdictions de rouler à plus de 30 km/h dans les villes, mais bon, quand on a ce genre de voiture, on ne roule pas en ville bien sûr avec. L'idée c'est de se faire plaisir, sans pour autant être à 300 km/h sur les routes. L'idée c'est aussi de se faire plaisir. Moi je me suis fait plaisir à bord de la Porsche 992 cabriolet que j'avais essayé. Honnêtement, j'ai pris mon pied même à 80, même à 90, même à 130. C'est une philosophie, c'est comme si je te demandais est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui en France de porter une montre Patek Philippe, une montre Audemars Piguet, une montre IWC, voilà, enfin. Avoir une belle montre, ça nécessite pas toujours bah, j'en ai pas malheureusement, mais ça nécessite pas de regarder l'heure toutes les secondes ou de regarder la précision de l'heure toutes les secondes. C'est le plaisir de la porter, vous voyez. Et ben Brahim, si je peux me permettre, mais voilà, aujourd'hui les voitures puissantes ont leur place en France. On a le plaisir de rouler avec sans pour autant être au-delà des limitations de vitesse. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Marie, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi la question elle est oui. Après si tu es quelqu'un de pragmatique et tu dis de toute façon ça sert à rien d'avoir une Porsche, une Ferrari, une RS6, une AMG ou ce que tu veux, une C63 AMG, j'aime bien celle-là, ou la CLS 53 AMG, j'ai adoré. Et ben oui, ça sert à rien, tu vas gaspiller ton argent pour rien, tu vas être frustré pour rien, donc dans ce cas-là achète une Dacia. J'ai rien contre les propriétaires Dacia, mais achète une Dacia et tu seras beaucoup moins frustré, voilà, tout simplement. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas j'y ai mis du cœur, voilà. Ensuite, je vais répondre à François qui me demande si acheter ou louer, elle m'a posé plusieurs questions, acheter ou louer sa voiture.
D'accord. Bonne question, j'ai envie de te dire, puisque j'ai pas la réponse. Je serais plutôt d'avis à te dire achète une voiture récente d'occasion pour avoir bénéficié de la garantie constructeur. Parce qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, avec tous ces écrans, je sais pas dans combien de temps ça va durer. Imagine, tu as un problème hors garantie constructeur. Imagine, dans 4 ans, 5 ans, tu as un problème sur ton écran, là, compteur. Là, tu as la vitesse bloquée, tu ne peux rien savoir sur ton utilisation. Ça se trouve, ça bloque la voiture. Et ben, combien ça va coûter et surtout, qui va payer la facture? Donc, aujourd'hui, avec ces voitures modernes où on embarque énormément d'électronique, énormément de technologie, énormément aussi d'aide à la conduite, il y en a partout. Bon, je ne vais pas vous faire une démonstration, mais là, on a maintien de voie, on a plein de capteurs partout. Imagine, ça tombe en panne. Franchement, aujourd'hui, mieux vaut être sous garantie constructeur ou d'avoir une extension garantie constructeur pour que ce soit pris en charge, parce que sinon, je peux vous garantir que déjà dans les garages, ils vont vous dire non, on ne sait pas faire, on ne sait pas réparer, c'est irréparable. Imaginez-vous, votre voiture, elle a 4 ans, 5 ans, elle a 60 000 bornes et derrière, elle est bloquée parce que l'électronique ne suit pas. Donc, c'est ce qui est arrivé déjà récemment, enfin, pas récemment, mais c'est ce qu'on connaît déjà depuis longtemps sur les Range Rover. Bah écoutez, là aujourd'hui, avec toute le. Là, il n'y a aucune marque qui est à l'abri des pannes et des bugs électroniques. Franchement, là, ça, on ne maîtrise pas du tout. Peut-être que je vous dis des bêtises et peut-être que dans 10 ans vous allez regarder cette vidéo et de vous dire mais attends, mais Flo, tu dis vraiment de la merde, puisque regarde, GLB là, moi je l'ai, ça fait 10 ans et rien, tout marche. Enfin, tant mieux, mais on sait hein, ce que devient l'électronique dans les voitures. Bon, différence de température, de chaleur, de froid, d'humidité, et à un moment donné hein, ça résiste forcément moins autant. Bon, voilà. Ensuite, sur ta deuxième question, quel Youngtimers acheter? Franchement, je suis pas spécialiste Youngtimers. J'ai pu voir un reportage sur la 406 coupé. C'est une voiture que j'aime beaucoup, qui a été dessinée par Pininfarina, d'ailleurs sur Automoto. Ils en ont parlé, je suis très content parce que je l'ai connu depuis tout petit. J'ai connu, j'avais un voisin qui avait la 2 litres 16 soupapes et on rêvait tous d'avoir la version V6. Alors, elle avait rien sportive au niveau moteur, sur le capot c'était quand même une française, mais elle avait une ligne pure hein, dessinée par Pininfarina, et franchement bah, c'est une vraie beauté. Alors je parle pas de la phase 2, je parle de la phase 1, et je pense que c'est celle-ci qui devrait bien coter. Je suis encore surpris parce qu'elle est pas encore si bien cotée que ça. Oh, dernière classe S, très très belle. Donc, ou classe E, je ne sais plus, elles se ressemblent toutes hein, donc et donc voilà, donc je ne sais pas. Après tu m'as parlé de la 4200 GT, c'est une bonne proposition. Alors la Porsche 996 c'est aussi une bonne proposition qui va commencer à côté. La 997 je suis pas fan du tout, mais la 996 j'aime beaucoup. Et je pense que d'ailleurs elle cote déjà, hein, j'ai même pas besoin de vous donner des conseils, mais ça cote déjà une Porsche. La 997 je pense qu'il y a encore des affaires à faire dessus, et encore ça cote déjà, encore plus. 944, ce que j'ai connu quand j'étais petit, ça commence bien à côté. Son Porsche, hein, c'est une valeur sûre. Il est 22 h sur le périph' et c'est pas bouché. Ça c'est cool, on est content hein. Quand on prend la route et qu'il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de bouchon, regardez c'est fluide, même si il n'y a pas un problème sur la route, c'est pas possible. Voilà, donc en termes d'achat, vous avez aussi, ouais, tu me disais, la Maserati 4200 GT. Moi, je préfère la 3200 GT, pourquoi? Avec les fameux feux et le feu boomerang. Mais en termes de fiabilité, je crois que la 4200 GT a été fiabilisée. Voilà. Ah bah, j'avais raison, regardez, l'autre côté, c'est bouché, ils ont bloqué l'accès. Cause de travaux, bien sûr. Après en autre Youngtimers, j'essaie de réfléchir un petit peu là sur les françaises. J'avais Lionel, coucou à Lionel si tu me regardes. Lui il est parti acheter une Safran 5 cylindres et moi je pensais plutôt à la Safran pas la Baccarat que j'aime beaucoup, les anciennes Safran des années 95-96, c'est la biturbo. Je vous mettrai l'insert en image, elle est magnifique. Franchement, si vous arrivez à la toucher, je sais pas combien, je pense que c'est plus une bonne affaire parce qu'elle est hors de prix, c'est une rareté absolue. Elle avait, je crois, un V6 biturbo sous le capot, je sais plus combien de chevaux elle faisait, peut-être pas loin des 250 si je me trompe pas, ou 280. Et franchement, elle avait un look, mais c'était voilà, une belle fierté. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, pas forcément les françaises, les italiennes sur les années 90. Ouais, non, je suis désolé, hein, j'ai pas. Années 90-95, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? Franchement, il n'y avait que la 406 coupée qui me faisait vraiment retourner dans la rue.
Donc voilà. Bon, bah si vous avez d'autres idées les amis, n'hésitez pas hein, à partager d'autres bonnes idées d'achat sur les Youngtimers. Voilà. Si, il y avait l'Audi 80 ou la 1090, mais franchement elle est super laide et je pense pas que ça sera un collector. Ouais, je sais pas, peut-être que je me trompe. Voilà. Bon, alors je passe à ta question à toi, Save FM. Que penses-tu? Plutôt serait intéressant de parler de la gamme EQ, EQS, EQC, EQA. Alors moi je suis pas un pro de l'électrique et je suis pas un pro de la gamme EQ, hein, je suis pas vendeur Mercedes, mais même si j'aime beaucoup cette marque, vous le savez déjà, j'aime beaucoup aussi Audi, j'aime aussi BMW, malheureusement j'ai plus l'occasion d'en tester. Bon, je vais pas refaire mon pleurnicheur pour ça. Politique de BMW France, voilà, elle est critiquable de ma position. La gamme EQ, électrique, moi je suis pas fan de l'électrique, vous le savez. Est-ce qu'on sera obligé d'y passer? Je pense qu'il y aura plusieurs déjà solutions. Il y aura de l'électrique, il y aura de l'hydrogène, il y aura de l'essence, il y aura de l'essence synthétique comme Porsche est en train de développer. Je pense qu'il n'y aura pas qu'une seule énergie, il y aura plusieurs énergies qui auront chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La gamme EQ, c'est une gamme 100% électrique, une gamme qui va forcément viser le premium électrique. Donc pour moi, au-delà de Tesla, même si Tesla, franchement, ils ont leur force. Mercedes avec la EQS, avec cette hyper screen à 8000 € en option, je trouve ça complètement fou, complètement décalé d'avoir fait de cette classe S finalement une électrique ultra technologique, voire un peu too much, je trouve. Cet écran, moi je préfère l'écran simple parce qu'il y a aussi la version avec l'écran simple de la classe S, c'est déjà pas mal. On commence à avoir pas mal d'écrans dans nos voitures, c'est beau, ça vend du rêve. Mais en vrai, tous les jours, c'est pas forcément pratique. Regardez, moi je veux faire ça, je peux pas regarder la route et sélectionner par exemple ma radio préférée ou voilà, ça devient compliqué. Peut-être que Flo se fait vieux, celui qui vous parle là au volant se fait vieux, mais voilà. Donc je vais répondre vraiment de manière diplomatique. C'est intéressant, c'est une bonne formule quand tu veux sortir d'une discussion et tu trouves ça pourri, tu dis c'est intéressant. Non mais la gamme EQ, on avait essayé le QC, j'étais un poil déçu quand même. La voiture par rapport à une Audi e-tron, moins bien finie, un peu plastoc partout. Moi personnellement ce que j'en pense c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont sorti une voiture, un SUV électrique parce qu'il fallait le sortir. Et d'ailleurs ils s'en vont pas beaucoup, hein. Je pense que les vendeurs Mercedes vont me le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si ça se vend bien le QC. Bon, il faut le prendre en finition AMG9 déjà. Il est déjà plus valorisé, plus valorisant en termes de look. Et puis c'est tout. Le QA, bon bah pareil, je suis pas super emballé. Le QC, ouais, le QS, ouais c'est pas mal, c'est osé. Bravo, en plus il y a plus de 730 km d'autonomie en norme WLTP, donc franchement bravo, parce que là clairement il y a une vraie alternative. En plus du Porsche Taycan ou de l'Audi e-tron GT, il y a maintenant Mercedes qui pointe le bout de son nez et qui remet une couche supplémentaire par rapport au gap technologique. Donc là franchement Mercedes bravo, vous êtes forts. Hâte de voir si demain le constructeur à l'étoile va nous proposer aussi peut-être de l'hydrogène, à voir. Pour moi comment dire, le constructeur gagnant malin dans tout ça, bon, c'est un constructeur de luxe sportif, c'est Porsche. Ils ont réussi à nous produire des voitures thermiques atmosphériques, notamment avec la dernière 911 GT3. Le Porsche Taycan, franchement, en dessous de la barre des 90 000 €. Voiture 100% électrique, qui franchement est super plaisante. Là, pour le coup, je prendrais une Porsche Taycan. Vraiment, si je dois choisir de toutes ces voitures électriques, entre une EQS, une Model S, Tesla Model S, une e-tron GT, quoique l'e-tron GT elle est vraiment pas mal aussi, mais la Porsche Taycan, franchement, t'as le blason Porsche sur le volant et puis t'as une électrique. Franchement, c'est super classe comme voiture. Moi, à chaque fois, j'en vois sur la route parce qu'en plus, j'en vois beaucoup. Bah, franchement, c'est super plaisant. Donc voilà, donc je suis désolé, j'ai pas forcément répondu précisément à ta question, mais voilà, la gamme EQ, why not? Moi, je suis plus voiture thermique. Donc, et oui, pour revenir sur Porsche, des derniers trucs, ils sont en train de développer une essence synthétique. Alors elle coûte super cher cette essence, mais imaginez demain dans un monde où l'essence est très chère, et eux, ils auront développé quelque chose de durable et pas besoin de puiser
très loin sous terre avec des puits de pétrole pour tout ça. Je conçois hein, qu'aujourd'hui rouler en thermique ça, pour l'avenir c'est pas super cool non plus, j'en ai conscience, il faudra changer nos habitudes et on change déjà nos habitudes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense pas que l'électrique soit la meilleure des solutions si vous voulez en termes d'avenir transport de mobilité. Voilà. Dans une autre vidéo j'avais vu aussi une voiture, enfin un autobus, un micro-autobus avec une conduite autonome. C'est encore un autre débat hein, la conduite autonome. J'ai l'impression qu'ils ont mis un petit coup d'arrêt quand même sur ça, parce que même là je vois la navette, elle a un trajet très spécifique, il y a toujours besoin d'avoir un chauffeur, un œil sur le véhicule pour éviter tout imprévu. C'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez une ligne droite avec des bandes, que tout le monde respecte et qu'il n'y a pas d'animaux qui traversent ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'imprévu, bah oui ça peut fonctionner, sauf que ça c'est dans le meilleur des mondes, mais dans le monde dans lequel nous vivons c'est impossible aujourd'hui de tout prévoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, donc voilà. C'est encore un autre débat. Voilà les amis, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres débats à me soumettre les idées en commentaire, et puis ça fera l'objet d'une autre vidéo de nuit. Voilà tout. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de nuit, une conduite commentée hein, sur le périphérique parisien, waouh, le rêve pour tous. Je plaisante bien sûr, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des sujets abordés en commentaire, avec bienveillance bien sûr. Le feu est vert, il est temps pour moi de vous laisser. Ciao ciao à tous.